observé que nous essayons de faire des discours de politique départementale. Je me suis permis de formuler deux critiques vis-à-vis de déclaration d'un candidat, vous savez qui, mais elles étaient en relation très étroite avec la situation des collectivités locales. Cette enceinte n'est pas un lieu de meeting, c'est un lieu où on doit parler de relations entre la politique nationale, si on doit en parler, et l'impact sur les collectivités locales. Bien, alors je donne la parole maintenant à Monsieur Lèbre. Parole. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, je ne voudrais pas commencer cette intervention sans dire que notre groupe de la gauche solidaire a une pensée émue pour Ludovic Luco, notre camarade décédé, et qu'elle s'associe pleinement au chagrin de sa famille et de ses proches. Par ailleurs, et bien que cela ne soit pas d'usage dans cette assemblée, permettez-moi de poursuivre mon discours par une sorte de confidence intime. Cet hiver, alors que le thermomètre cousinait chaque nuit autour de moins 10 à moins 20 degrés, j'ai vu, comme vous sans doute, au journal de 20 heures, à la télé, une femme qui, bien qu'ayant un emploi régulier, se disait trop mal payée pour arriver à se loger. Le reportage nous l'a montré en train de s'emmitoufler dans sa voiture pour y passer la nuit. Une travailleuse pauvre parmi tant d'autres, me direz-vous. Certes. Sauf qu'à un certain moment, elle s'est écriée au milieu d'une soudaine crise de larmes, « J'ai froid ». Et puis, elle a répété cette phrase plusieurs fois, d'une façon si poignante, si désespérée, que c'en était déchirant. Eh bien, je vous l'avoue, à cet instant précis, je n'ai pu empêcher de pleurer. C'était insoutenable. Comme furent insoutenables, quelques jours plus tard, les larmes des ouvrières de Lejaby, craignant de perdre leur emploi. Comme sont insoutenables ces images de familles nombreuses vivant à 6 ou 7 dans une seule pièce délabrée. Et tant d'autres situations tout aussi tragiques, les unes que les autres, dans notre département du Puy-de-Dôme, comme dans l'ensemble du pays. Que de pauvres gens partout autour de nous, que de souffrances. Mais ces images me hantent. Et je repense alors à certains chapitres de Victor Hugo, d'Émile Zola ou de Charles Dickens, décrivant les misères de leur 19e siècle finissant. Je repense à Faulkner ou à Steinbeck, témoignant de la grosse crise économique de 1929 aux États-Unis. Serions-nous revenus à de semblables époques? Et si c'est le cas, que convient-il de faire? Arrivé à ce point de mon interrogation, je vous propose un retour en arrière et pour l'introduire, je vous livre une première citation. La voilà. Le Parti socialiste est un parti de révolution. Il ne propose pas seulement d'atténuer, de réformer les abus de la société actuelle, il veut transformer toute la propriété capitaliste en propriété sociale. Qui donc s'exprimait ainsi? Marx, Lénine, Rosa Luxembourg, Léon Blum? Eh bien non, mes chers collègues. Il s'agit d'un texte manuscrit de Jean Jaurès, écrit en 1908 à l'occasion du congrès SFIO de Toulouse. Je soumets maintenant à votre réflexion une seconde citation. Quel est le bolchevique hystérique qui a pu déclarer, je cite, « Celui qui ne consent pas à la rupture avec la société capitaliste, celui-là même ne peut être adhérent du Parti socialiste. » Trotsky, Staline, Guy Mollet, vous n'y êtes pas. Il s'agit de François Mitterrand lors du congrès socialiste d'Épinay en 1971, afin sans doute d'assurer sa mainmise sur le parti, je suppose. Or, depuis, la fracture sociale entre riches et pauvres n'a jamais cessé de s'approfondir d'une façon dramatique. Une infime minorité d'oligarques affiche aujourd'hui des revenus indécents qui sont une insulte permanente à la souffrance du plus grand nombre.
Et puisque nous en sommes rendus au chapitre des gros sous, dont il est souvent question ces temps-ci, je vous propose, mes chers collègues, d'y regarder de plus près. Aujourd'hui comme hier, sachez-le, il n'y a pas 36 façons de s'enrichir. Si on accepte le grand banditisme, le star system, les jeux de hasard ou la spéculation financière, les uns et les autres d'ailleurs soumis aux aléas que l'on devine, quelle est donc la meilleure manière pour accumuler de l'argent? En vérité, depuis la plus haute antiquité, la plus profitable et la plus répandue d'entre elles est celle qui permet au plus fort de faire travailler le plus faible pour son propre compte. C'est-à-dire, au sens strict du terme, de pratiquer ce que Marx appelait l'exploitation de l'homme par l'homme. Ringarde cette expression, penseront sans doute les plus anciens d'entre vous, ou que quelques bobos aseptisés. Peu importe. Ringard ou pas, ce concept désigne clairement un processus qui, depuis la nuit des temps, n'a jamais cessé d'exister. Faut-il préciser pour les béotiens que l'exploitation de l'homme par l'homme est l'action mise en œuvre par tout employeur, de la plus petite entreprise artisanale ou boutiquière, jusqu'aux gigantesques multinationales, quand il achète au meilleur coût la force de travail d'un autre homme, le prolétaire, comme l'a appelé Marx, ou d'une façon encore plus fructueuse, celle d'une femme, voire d'un enfant, tous contraints de se vendre dès lors qu'ils n'ont pas d'autre solution pour survivre. Et ceci en toute légalité, naturellement. Afin d'illustrer le propos, je vous livre une anecdote. Récemment, un ouvrier mécanicien, travaillant dans un garage réputé, me questionnait ainsi. « Trouvez-vous normal que mon patron facture à ses clients l'heure de main-d'œuvre à 60, 70 euros, tandis qu'il me la paye, celle-ci, que 7 à 8 euros. Et c'est vrai dans le département comme en France, monsieur Boyer. En réfléchissant de cette manière, cet ouvrier décrivait d'une façon sommaire et sans savoir, bien entendu, le mécanisme fondamental de l'extraction de la plus-value, qui demeure l'objectif principal de l'exploitation de l'homme par l'homme, un procédé d'ailleurs également décortiqué très scientifiquement par Karl Marx 100 ans auparavant. Et en effet, mes chers collègues, l'appropriation privée d'une telle plus-value illégitime sur chaque travailleur ou travailleuse demeure aujourd'hui comme hier la seule façon de s'enrichir en toute légalité. Toute fortune procède de là, ce que Marx appelait l'accumulation primitive du capital. C'est grâce à elle que, petit ruisseau faisant les grandes rivières, la patronne de L'Oréal peut gagner 2 millions d'euros par jour et que les PDG en arrivent à se verser des salaires 1500 fois supérieurs à ceux d'un smicard, le tout sans grand risque, excepté ici ou là quelques émeutes ou révolutions de la misère, que le génie du capitalisme, voire à défaut ses chiens de garde, institutionnels, et autres affidés médiatiques auront au fait de mater, de criminaliser ou de tourner à leur profit. Pour toutes ces raisons, on est donc en droit d'affirmer qu'en France, comme dans le monde entier, la lutte des classes est loin d'avoir disparu. Bien qu'elle ait parfois changé de forme, il est vrai. Et ceci, malgré le silence des grands médias qui s'ingénient de temps à autre à occulter les manifestations les moins spectaculaires de son expression physique derrière des écrans de fumée, people, quelques faits divers salaces ou des infos sociétales propres à distraire le populo. L'objectif étant de masquer le fait que les intérêts vitaux d'une minorité d'extracteurs de plus-value divergent radicalement de ceux de l'immense majorité dont ils exploitent le travail. Car si, par malheur pour l'oligarchie qui nous gouverne, les intérêts réels du plus grand nombre venaient à se traduire dans l'expression du suffrage universel ou dans la rue, les bouleversements que cela produirait seraient alors les plus dommageables pour le petit nombre de possédants. Du coup, mes chers collègues, tout bien analysé à une époque, la nôtre, dans laquelle il est parfois difficile de distinguer nettement la frontière qui départage la gauche de la droite politique.
c'est-à-dire de trier le bon grain de livret, en quelque sorte. L'exploitation de l'homme par l'homme n'est-elle pas le discriminant essentiel en la matière? Et si oui, ne pourrait-on pas fort logiquement énoncer qu'est de droite toute personne qui considère comme parfaitement légitime la perception de la dite plus-value, tandis que serait réputé de gauche celui qui veut l'abolir ou pour le moins la rééquilibrer en faveur de ceux qui la subissent. À chacun d'y réfléchir. Quoi qu'il en soit, c'est bien là au fond que se situe le débat actuel sur la juste répartition des fruits de la croissance, via le niveau des salaires ou des traitements de fonctionnaires, d'une part, et de l'autre, les arbitrages à mettre en œuvre en matière de fiscalité. Pour conclure sur ce point, je formule l'espoir que vous ne confondrez pas, comme le fait le pape actuellement en visite en Amérique latine, ne pas confondre le marxisme qui est une philosophie, une analyse économique et un humanisme avec les dégénérescences staliniennes ou dictatoriales commises en son nom. Autre question. Outre le scandale que provoquent les inégalités de toutes sortes, dans notre Puy-de-Dôme comme ailleurs, une autre préoccupation majeure de nos concitoyens, nous le savons, demeure l'emploi. Ne pas en trouver ou être privé est souvent vécu par ceux qui en sont les victimes comme une véritable brutalité sociale, doublée d'une injustice majeure. Mais de telles frustrations, ajoutées à l'angoisse d'un avenir perçu comme anxiogène, développent parfois chez nos concitoyens un sentiment d'insécurité qui peut se traduire par des pulsions de repli identitaire et des poussées d'intolérance tendant à stigmatiser ce qui est différent de soi, avec toutes les tentations en faveur de l'extrême droite que cela suppose. Or, derrière son masque de pseudo-contestataire du système et sa formidable démagogie populiste, l'extrême droite restera toujours le chien de garde de la grande bourgeoisie, au point que lorsque tout va au plus mal pour elle, les nervis néofascistes deviennent systématiquement les ultimes remparts d'un capitalisme déconsidéré. L'histoire l'a montré partout. Il nous faut donc en convaincre, dans le département comme ailleurs, il nous faut donc en convaincre les pauvres gens abusés et leur montrer qu'il n'y a pas d'exemple historique dans lequel les expériences fascistes ne se soient pas soldées par d'épouvantables catastrophes économiques, sociales et humaines au détriment des milieux populaires. C'est pourquoi nous combattrons cette vermine jusqu'à notre dernier souffle. C'est pourquoi aussi il est indispensable de mettre en œuvre un maximum de soins palliatifs, l'expression qui est hélas la mieux adaptée à la situation, en direction des personnes et des entreprises touchées par la crise que nous subissons. Et notre Assemblée départementale s'y emploie du mieux qu'elle peut, en fonction de ses moyens, en assumant de la sorte, au maximum, le rôle de bouclier social qu'elle revendique. Mais il est tout aussi nécessaire, chers collègues, d'être convaincus que pour être vraiment efficace en la matière, il faut s'attaquer aux causes structurelles du chômage de masse en replaçant celui-ci dans son contexte global, c'est-à-dire dans celui de la mondialisation financière qui vampirise la planète. Il en résulte, pour notre pays, nous le savons, une désindustrialisation galopante, de massives délocalisations d'entreprises, la disparition du milliers d'emplois, la précarité professionnelle, un appauvrissement général, une inquiétante désespérance sociale et de graves difficultés budgétaires pour les collectivités locales, comme ça a déjà été dit aujourd'hui. Aussi, à l'ordre du jour des personnes de bonne volonté doit figurer non seulement l'indignation, mais tout autant l'appel à la résistance et à la mobilisation pour que les choses changent vraiment. Or, qu'en est-il actuellement? Depuis 2 décennies, face à la dictature des marchés, c'est-à-dire face à la spéculation internationale, les gouvernements européens, qu'ils soient de droite ou de gauche, ou la gauche libérale, ont partout fait la preuve de leur impuissance, par complicité pour les uns, par manque de courage pour les autres. Trop souvent même, le prétexte de dette à rembourser, ils ont rajouté de la crise à la crise
en faisant payer par l'ensemble de leurs concitoyens la cupidité des oligarchies transnationales, et le pouvoir sarkozyste y a largement pris sa place. Il y a largement pris sa part aussi. Visionnaire, je ne crois pas. Divisionnaire, sûrement, Sarkozy. Du coup, partout, les gens n'en peuvent plus. Or, pour sortir d'un tel marasme, les propositions de la droite, tout comme celles d'un improbable centrisme ectoplasmique ou d'une gauche social-libérale, avant tout soucieuse de mettre en place un accompagnement progressiste de la crise, ne répondent plus à la gravité de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Face au chaos qui menace, une simple alternance politique, pompeusement appelée changement, et vivement souhaitable cependant, ne suffira pas à résoudre les problèmes qui nous assaillent. À l'évidence, une véritable alternative aux règles du jeu politique actuelles est indispensable. Il les faut changer radicalement. Pour cela, un vaste rassemblement populaire est nécessaire, dont le front de gauche se veut l'une des prémices, sur la base d'un programme partagé qui passe l'humain avant tout. Dans notre système actuel, les élections présidentielles et législatives constituent un moment privilégié pour accentuer une dynamique prometteuse qui déplace d'impressionnantes foules lors de chaque meeting. Plus de 100 000 personnes, par exemple, à la Bastille pour écouter Jean-Luc Mélenchon. Vous rendez-vous compte? Mais voter dans un mois en faveur du candidat du Front de gauche au premier tour de l'élection présidentielle, ainsi que le fera notre groupe de la gauche solidaire, puis au second tour pour le représentant de la gauche le mieux placé, n'est qu'une étape. En effet, si son élection est nécessaire, elle est loin d'être suffisante. Une forte mobilisation populaire sera ensuite indispensable pour peser sur l'orientation de son programme, pour engager de véritables réformes et veiller à ce que les engagements pris soient tenus. Comme en juin 1936, à l'époque du Front populaire, se souvient-on en effet qu'en ces temps-là, les acquis sociaux de la période ne figuraient même pas dans le programme électoral des socialistes et des radicaux. Ce sont les grèves de mai-juin qui les ont imposées au gouvernement de Léon Blum. Et oui, mes chers collègues, vous l'avez compris, nous sommes en campagne électorale. Alors oui, pas question pour nous de jouer les faux culs. Oui, nous assumons notre appel à voter Mélenchon en toute clarté. C'est pourquoi, comme cela s'est réalisé en 1936 et en 1945, nous vous convions à rejoindre le mouvement de la Révolution citoyenne qui est en marche et dont le Front de gauche se veut le fer de lance, afin notamment de partager les richesses, de lutter pour le plein emploi, d'établir une planification écologique, d'instaurer une sixième république laïque, sociale et solidaire, de promouvoir une Europe démocratique et pacifique, d'initier une mondialisation guidée par la coopération entre les peuples, bref, pour tout dire, afin de prôner une insurrection civique en faveur de l'humain d'abord. Et dans ce cas, mes chers collègues, à n'en pas douter, demain le fond de l'air sera rouge et reviendra alors le joli temps des cerises. Je vous remercie. Bien. Monsieur Pourchon. Je vous remercie. Monsieur le Président. Tout d'abord, le groupe socialiste et républicain s'associe à l'hommage qui a été rendu à notre collègue Ludovic Lucot et laisse le soin aux représentants de son groupe de lui rendre un hommage peut-être plus appuyé que nous ne le ferions en tout cas. Une suggestion, Monsieur le Président, à l'ensemble des présidents de groupe que nous sommes dans cette Assemblée. Ne pourrions pas, lors de la prochaine réunion des présidents de groupe, Monsieur le Président, sous votre impulsion, proposer que les discours de politique, qu'ils soient général, national, départemental, universel, philosophique, ne durent pas plus que 5 minutes chacun. C'est une suggestion, une proposition des socialistes. Maintenant, pour tout vous dire, mes chers collègues, moi j'avais prévu de faire, comme on le fait d'habitude, un discours de politique départementale et nationale, teinter les deux.
il s'avère que les propos de mon collègue Boyer m'amènent à réviser cette position et faire que le berger de gauche qui montre le chemin et la voie va répondre à la bergère d'hier. Mes chers collègues, Monsieur le Président, mes chers collègues, cette session